Bonjour chez vous et très bon réveil à vous ce matin. Vous le savez, ce vendredi, les musulmans du monde entier célèbrent la fête de la Tabaski, une grande fête musulmane. Elle commémore le sacrifice d'Ibrahim et est célébrée environ 110 jours après la fin du Ramadan. Pour tout savoir sur cette grande célébration, nous serons avec un islamologue dans la rubrique 5 questions de Franck Arnaud. Ensuite, ce matin, nous allons opiner sur ce piège sans fin qui fait des victimes. Il s'agit de l'as Carrefour Bénin-Marché, les pavés qui quittent la voie principale pour l'hôpital de Ménotin. La bifurcation suivante qui débouche sur l'hôpital est un gros piège à hommes. À quand véritablement la solution? On va se poser la question. Vendredi, c'est jour de lecture sur Actu Matin, vous le savez, je serai avec Muriel Chidikofan. Elle est passionnée de lecture chez notre livre ce matin. Et bien entendu, Solim, qui est un recueil de nouvelles. Nous allons passer à présent à votre bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, la communauté musulmane du Bénin célèbre ce jour la Tabaski. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman, une célébration qui doit respecter plusieurs étapes selon les recommandations de l'islam. Dr Harouna Abdoulaye, imam central d'Abomey Calavi, revient ici sur les différentes étapes de la Tabaski. Vous l'entendrez sous peu. Et puis ensuite, un nouveau cap dans l'armée de l'air au Bénin. Bertin Bada devient le premier général du corps aérien. Il s'agit de la plus haute distinction jamais accordée à un personnel des forces armées béninoises. Cette distinction témoigne des nombreux efforts fournis par le récipiendaire. Les temps forts de cette cérémonie sont à suivre dans un instant. Ingrid Day, bonjour. Oui, bonjour Eric et bien bonjour à tous. Les fidèles musulmans se dirigent sans doute vers les places Idi et mosquées pour la grande prière de la Tabaski. Oui Eric, il s'agit de l'une des prescriptions de l'islam. À cette occasion, au cours de cette journée, les fidèles musulmans immolent des bêtes en signe de soumission à Allah le très miséricordieux. Nous allons suivre l'imam central d'Abomey Calavi, Harouna Abdoulaye, pour en savoir davantage sur les différentes étapes de la célébration. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, il a aligné les actes les plus importants de l'Aïd dans sa parole, qui est son hadith. Il dit l'acte par lequel nous allons démarrer. Les rites de ce jour sont 1. Aller prier, puis retourner à la maison, puis immoler, sacrifier les bêtes. On prie dans une place publique. Ce n'est pas dans les mosquées qu'on fait la prière de l'Aïd. C'est dans des places publiques. Et là maintenant, après la prière, tous les serviteurs restent pour écouter le message de l'imam. Après la prière, on écoute le sermon et on témoigne l'immolation de l'imam. On doit témoigner que l'imam est en train d'immoler la bête qui a été amenée à la place de l'Aïd pour la circonstance. Et maintenant, après, tout le monde retourne à la maison. Maintenant, une fois arrivé à la maison, on adhère à cette tradition-là de l'immolation des bêtes. Et à l'immolation, il y a des prières que le musulman doit faire. Il doit dire au nom d'Allah, ô Allah, ceci provient de toi et c'est destiné à toi. Puisque tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Les vœux, ce sont des vœux de bonheur. Les vœux de bonheur, de gaieté, de fierté et de reconnaissance, de gratitude à notre Seigneur qui nous a comptés parmi les survivants jusqu'à la fête de l'Aïd et qui nous a comptés parmi ceux-là qui sont en train de fêter. Encore une nouvelle distinction dans le rang des forces armées béninoises. Bertin Bada a été élevé au grade de général de corps aérien mardi dernier à la caserne militaire d'Alada, une cérémonie de port de galon présidée par le ministre de la Défense Alain Fortuné Nouati, nous apprend ici Teddy Boudalo.
Le geste est solennel. Sous les regards attentifs des hauts gradés de l'armée béninoise, des membres du gouvernement et de proches collaborateurs, le général Bertin Bada accède au prestigieux grade de général de corps aérien, l'un des plus élevés dans la hiérarchie militaire béninoise. Je perçois cette promotion comme une marque de confiance collective. Confiance du président de la République dont la clairvoyance et l'engagement pour la modernisation de nos forces de défense et de sécurité sont déterminants, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel. La symbolique est forte et marque une évolution majeure dans l'institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État. Pilier incontournable des forces armées béninoises, le général Bertin Bada incarne depuis plusieurs années l'excellence, la loyauté et le professionnalisme. Il a occupé des postes stratégiques, notamment celui de chef d'état-major des forces armées aériennes, puis de directeur de cabinet militaire du président de la République. Votre promotion aujourd'hui au grade de général du corps aérien est un appel au devoir dans le contexte sécuritaire actuel, imposant la construction d'une vision stratégique d'ensemble. Cette nouvelle promotion, saluée par ses pairs, traduit la reconnaissance de toute la nation pour les services rendus à la République. Elle reflète aussi la volonté du commandement militaire de valoriser l'engagement, l'intégrité et l'expertise au sommet de la hiérarchie. Mon général, continuez de mériter la confiance du gouvernement, de son chef en votre personne, à vos aptitudes et vos aptitudes à contribuer à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. Désormais général de corps, Bertin Bada rejoint le cercle très restreint des officiers les plus gradés du pays. Son ascension illustre également la dynamique de professionnalisation et de modernisation engagée au sein de l'armée béninoise. La communauté internationale a célébré hier, jeudi 5 juin 2025, la journée mondiale de l'environnement, occasion pour la planète entière de se mobiliser pour dire stop à la pollution plastique sous la bannière Mettre fin à la pollution plastique mondiale. Cette édition met en lumière des solutions concrètes, des engagements forts, un appel à l'action collective pour préserver la santé, les écosystèmes et l'avenir, comme les précisions dans ce reportage signé Ouliat Sanoussi. C'est en 1972 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement, JME, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm. La première célébration sous le slogan « Une seule planète Terre » a eu lieu en 1973. Plus de 150 pays participent à cette journée internationale des Nations unies, coordonnée par le Programme des Nations unies pour l'environnement, PNUE, depuis sa création en 1973, qui célèbre l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des particuliers à créer un monde plus durable. Au fil des années, la JME est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiative pour répondre aux défis urgents, qu'il s'agisse de la pollution marine, du réchauffement climatique, de la consommation durable ou de la criminalité contre la vie sauvage. Le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'environnement est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». La pollution plastique est devenue omniprésente, affectant les océans, les sols et même notre santé, avec des microplastiques détectés dans l'eau potable et les aliments. Chaque année, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques, menaçant la biodiversité et exacerbant les crises climatiques et sanitaires. Si la pollution plastique est un problème majeur, c'est aussi l'un des défis environnementaux les plus faciles à relever aujourd'hui, avec des solutions évidentes à portée de main. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement vise à mobiliser les communautés du monde entier pour qu'elles mettent en œuvre et défendent des solutions en mettant en lumière les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses de l'impact de la pollution plastique et en encourageant le refus, la réduction, la réutilisation
le recyclage et la remise en question de l'utilisation des matières plastiques. Elle renforcera également l'engagement mondial pris en 2022 qui est de mettre fin à la pollution plastique par le biais d'un traité mondial. Cette édition intervient à un moment clé alors que les négociations pour un traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique progressent. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, appelle les États membres à conclure un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique cette année. We must go further, faster. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full. I urge negotiators to return to talks in August, determined to build a common path through their differences and deliver the treaty our world needs. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. La Corée du Sud accueille les célébrations officielles de la Journée mondiale de l'environnement sur l'île Jeju qui s'est engagée à éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Le pays hôte se distingue par sa stratégie de cycle de vie complet des plastiques, impliquant producteurs, consommateurs et autorités locales pour réduire, réutiliser et recycler les plastiques. La campagne 2025 encourage chacun à agir en refusant les plastiques à usage unique, en adoptant des pratiques de consommation responsables et en soutenant des politiques publiques ambitieuses. Elle rappelle que des solutions existent et que des actions collectives peuvent inverser la tendance pour un avenir plus sain et durable. La santé des adolescents et des jeunes du Borgou au cœur d'une rencontre, la première session du cadre départemental de concertation sur la santé sexuelle et reproductive. Son objectif est de mieux coordonner les interventions dans les 9 communes. Suivons. Borgou se mobilise pour la santé de sa jeunesse. À Parakou, la toute première session du cadre départemental de concertation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes a réuni dans cette salle les principaux acteurs du secteur. L'objectif, mieux coordonner les interventions dans les communes du département et renforcer l'accès des jeunes à des services de santé adaptés. Le gouvernement de la République du Bénin a placé au rang de ses priorités la protection de la santé des populations, en l'occurrence des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. En témoignent les efforts notables qui sont déployés chaque année. Prendre notre choix de vous savoir à nos côtés ce matin pour la première session du cadre de concertation de la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes de notre département. Médecins du Monde affiche de son côté sa volonté d'accompagner durablement les efforts locaux à travers des actions concertées et efficaces. Nous allons analyser les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes spécifiques à chaque zone sanitaire du département du Borgou. Ensuite, on pourra évaluer la pertinence des interventions. Et enfin, nous allons proposer un plan intégré de travail annuel multisectoriel pour renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Au cours des travaux, les responsables des soins obstétricaux et autres acteurs impliqués dans ce projet ont présenté les résultats du premier trimestre 2025 dans les différentes zones sanitaires. Nous avons un faible taux d'utilisation des méthodes contraceptives par les adolescents et jeunes et au même moment, nous avons un taux élevé de demande de services d'avortement. Au niveau de la commune de Wembereke particulièrement, nous avons une émission chaque semaine. Nous avons un créneau que nous donnons pour faire des émissions pour la sensibilisation de la société. Et donc c'est à cela que moi, je voudrais convier
toutes les autorités ici présentes. Les bases sont désormais posées et la prochaine étape pour ces acteurs, c'est transformer les engagements en résultats concrets au service des adolescents et jeunes du Borgo. Le Bénin disposera bientôt de référentiels de soins prêts pour les prestations à offrir aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. La mission d'élaboration, de prévalidation de ces outils s'est achevée la semaine dernière au thème d'un atelier de 4 jours. Atelier organisé à Grand Popo par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Suivant. Pour la mise en place des référentiels du secteur de la santé au Bénin, ces spécialistes étaient attendus et à l'issue de 4 jours de réflexion, ils exposent les résultats. 4 journées et nous avons pu identifier près de 150 référentiels, dont près de 2 tiers disposent déjà de documents prêts, sinon prévalidés, pouvant très prochainement, après revue au sein du collège, être mis à la disposition de l'ANPS. Près de 150 référentiels de soins élaborés en quelques jours autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Un nouveau pas de franchi par l'autorité de régulation du secteur de la santé dans ses efforts de validation de ces documents qui sont appelés à servir de vérification aux prestations offertes aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. On peut tirer des référentiels de soins là, des protocoles qui seront des fiches techniques pour le traitement de certaines affections. Alors que ici, dans le cas de ce que nous faisons, c'est depuis la reconnaissance de la maladie ou des situations cliniques, le diagnostic, ce avec quoi il ne faut pas confondre ces maladies jusqu'à leur prise en charge. Les référentiels de soins diffèrent donc des protocoles et pour le suivi de leur application sur le terrain, il y a tout un mécanisme. De manière périodique, nous avons la cellule de contrôle qui passe dans les établissements de santé une fois par an, qui va s'enquérir de comment les professionnels utilisent ou non les référentiels, vérifier que ces référentiels sont à portée des professionnels qui l'utilisent. Et ensuite, il faut bien retenir que la conséquence de tout ça, la conséquence attendue, c'est que la qualité des prestations s'améliore et que l'on reçoive aussi moins de plaintes parce que moins de préjudices surviendront, parce que les professionnels s'appuieront sur des référentiels pour faire toutes les interventions qu'ils ont à faire au niveau des patients. Une fois élaborés, ces référentiels seront analysés par les conseils de surveillance avant d'être soumis à l'appréciation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. L'exercice final de validation, lui, sera assuré par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Fin de cette session d'information et très bonne fête à la communauté musulmane, Eric. Oui, Ingrid, merci à vous pour votre bulletin d'information. Bonne fête à vous aussi. Enfin, on a tous des amis musulmans. Eh bien sûr. Voilà, donc le rendez-vous est pris sans doute au milieu de la journée pour le festin. Allez, nous allons à présent suivre le temps qu'il fera dans le reste de votre journée. Mais avant, ce matin, nous allons opiner sur ce piège sans fin qui fait des victimes. Il s'agit de l'AS Carrefour Bénin-Marché et les pavés qui quittent la voie principale pour l'hôpital de Mélentin. La bifurcation suivante qui débouche sur l'hôpital est un gros piège à hommes. À quand véritablement la solution? On va poser la question à nos débatteurs. Ensuite, dans la rubrique 5 questions de Franck Arnoux, nous serons avec un islamologue. Avec lui, nous allons justement échanger sur cette célébration de la Tabaski. Et puis ce vendredi, c'est jour de lecture sur Actu Matin. Je serai avec Muriel Chidi-Kofan. Elle est passionnée de lecture et notre livre ce matin est Soulim. Eh bien, on va suivre à présent la météo.
Candide Ronrento, bonjour. Bonjour. On ouvre le tour d'horizon de ce matin par l'actualité des guépards. La sélection nationale a foulé le sol marocain dans la journée de ce jeudi. Oui, jeudi très tôt, la délégation béninoise d'une vingtaine de guépards après départ de Cotonou pour le Maroc et après plusieurs heures de vol que notre et ses hommes ont atterri à l'aéroport Mohamed V de Casablanca autour de 11 h. À noter que quelques heures après leur atterrissage au Maroc, les guépards ont ouvert la deuxième étape de leur préparation en vue du match amical international contre les Lions de l'Atlas du Maroc à l'Académie de FUS de Rabat. Ceci à travers une première séance d'entraînement effectuée en terre marocaine en vue donc de ce match amical prévu se dérouler le lundi prochain dès qu'il va sonner 21 h au complexe sportif de Fès contre les Lions de l'Atlas du Maroc. On reviendra bien entendu par ici la semaine prochaine pour faire le point de la suite de leur préparation et si possible de ce match amical international. Intéressons-nous maintenant à l'un des guépards retenus pour affronter le Maroc dans le groupe des guépards. Cécile Almeida a quitté le campement des guépards il y a quelques jours pour aller finaliser les derniers détails de son transfert en Azerbaïdjan après avoir évolué cette saison en championnat de Chypre. Azerbaïdjan. Oui, en Azerbaïdjan. Oui, après avoir évolué cette saison en championnat de Chypre, il allait en première loin. division, oui, où il a disputé 32 matchs et toutes compétitions confondues. L'ancien de Valenciennes et de Pau FC a choisi de changer d'air. Eh bien, le milieu de terrain béninois s'offre un nouveau challenge pour les 2 prochaines années. Cécile Almeida s'est engagé avec le Nefti, bien entendu, le Nefti Bakou en première division d'Azerbaïdjan. Il s'est engagé pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option avec désormais son nouveau club, Nevski, qui a terminé 6e sur 10 clubs lors du championnat saison 2024-2025. L'indemnité de transfert du joueur de 29 ans est estimée entre 100 000 et 150 000 euros. Donc, c'est la somme versée au club de Apollon Limassol pour autoriser le transfert de Cécile Almeida en Azerbaïdjan. Et donc, il va évoluer la saison prochaine en Azerbaïdjan, précisément du côté de Nefti Bakou, qui a terminé 6e sur 10 équipes au thème de la saison 2024-2025. Il faut noter que Cécile Almeida devrait donc rejoindre le groupe des guépards au Maroc pour poursuivre la préparation du match amical contre les Lions de l'Atlas du Maroc. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau club. Oui, bonne chance au guépard qui, il faut le rappeler, a signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. C'était autour des années 2014-2015. Le joueur de 29 ans aujourd'hui qui, après avoir pris part la Ligue 1 et la Ligue 2 en France, s'est tourné vers le championnat de Chypre de première division. Mais aujourd'hui, après avoir disputé une saison du côté de Apollon Limassol, où il a disputé pratiquement plus de 30 matchs, 32 matchs pour être plus précis, avec des performances pas mal. Le milieu de terrain qui a disputé à chaque fois sur pratiquement toute la saison les 90 minutes du temps réglementaire avec son équipe en championnat, que ce soit en championnat ou en coupe de Chypre. Et cette fois-ci, au thème de son contrat, il décide d'aller explorer d'autres horizons, il décide de changer d'air et cette fois-ci, il se tourne vers l'Azerbaïdjan. Beaucoup pourraient se poser de problèmes sur pourquoi l'Azerbaïdjan, alors qu'il y a de championnats, pourquoi pas aller en Roumanie, pourquoi pas aller en Bulgarie, pourquoi pas aller dans un championnat qui est beaucoup plus reconnu que d'aller en Azerbaïdjan. Mais au-delà de tout, il faut tenir compte d'un aspect dans la carrière d'un joueur, il faut tenir compte de beaucoup plus d'aspects. Il n'y a pas la carrière qui compte, il y a aussi l'après-carrière qui compte et il faut aussi tenir compte de ce que le projet que propose l'équipe dans laquelle il vient de signer. Le projet peut aussi sidérer le joueur. Et, il y a pas mal d'aspects à en prendre en compte dans le choix de certains joueurs d'aller évoluer dans tel ou tel championnat et tout. Donc on va juste souhaiter bonne chance à Cécile Almeida dans son nouveau club pour cette nouvelle aventure. On rappelle qu'en équipe nationale, il est notre milieu de terrain. Oui, très bouillant. Il est milieu de terrain très bouillant, on va dire. Celui-là, le taureau qui défonce,
qui dérange beaucoup plus les équipes adverses. Candy de la sélection junior affûte ses armes pour la première édition du tournoi UFOA A et B qui va se tenir à Accra du côté du Ghana. Oui, les Guépards juniors ont entamé mercredi leur deuxième stage à Grand Popo, ceci avec un groupe restreint suite au premier stage de préparation déroulé à Porto Novo. Durant une semaine, les jeunes présélectionnés ont travaillé sous la houlette du sélectionneur Raymond Tchaillé. Un premier stage de préparation bouclé avec un match d'évaluation au terrain synthétique du Centre d'excellence de football de Misrete. La rencontre s'est déroulée en 3 périodes de 30 minutes permettant au staff technique de faire jouer 3 différentes formations. Les 2 premières équipes se sont imposées sur un score d'1-0, tandis que la troisième a concédé une courte défaite, 0 but, contre un test qui a permis au staff technique d'évaluer l'état de forme et la progression des joueurs. Une vingtaine de joueurs ont été retenus au thème donc de ce premier stage et qui participent à la suite de la préparation, un nouveau regroupement pour boucler la préparation en vue de ce tournoi. Et cette suite se déroule du côté de Grand Popo, notamment sur les installations du stade Omnisport de la cité balnéaire où les Guépards juniors ont déjà tenu plusieurs séances. On s'intéresse présent au championnat national, la 34e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin est programmée pour ce week-end. Oui, pour ce week-end, dans la poule B, on va assister aux rencontres de la 34e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Demain samedi, dans la poule B, Aspac reçoit dans son entrée au stade Omnisport de Tofa l'équipe de la jeunesse athlétique de Ketoul. Asfo va offrir son hospitalité à son homologue de l'Est, Subimap, sur l'installation du stade Omnisport d'Adioron à Tofa, à Pobé, à Yima FC. Vendée-Côte avec Sitatunga Football Club. L'Est Police sera face à son homologue de Coton Football Club. Les Dragons de Lemay vont disputer les unités avec Adidja Football Club. La jeunesse sportive de Pobé va en découdre avec son homologue d'avant Omnisport. Les Requins de l'Atlantique vont croiser les crampons avec les homologues de l'USS Craqué. Étoile filante sera face à son homologue d'Aziza Football Club pour le compte de cette 34e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dans cette poule, le classement est toujours dominé par Coton Football Club avec un total de 57 points plus 17. S. Subimap vient en deuxième position avec 54 plus 18. Dragon Football Club loge à la troisième position avec 52 points, compte un gros différentiel de plus 13. Ayema Football Club est quatrième de la poule avec 52 plus 13 également. L'USS Craqué est 5e avec 50 plus 9, 47 plus 15 pour Asfo. 6e l'équipe de l'Est Cotonou est 7e. La jeunesse sportive de Pobé est 8e et puis l'équipe de l'ASPAC vient en 9e position dans cette poule B. Dans la poule A maintenant, pour le compte de cette 34e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, toutes les rencontres vont se jouer dans l'après-midi du dimanche. Baningancé va offrir son hospitalité à son homologue de Audio FC de Comé au stade Omnisport de Banikwara. À Bembereke, l'équipe de BKFC va en découdre avec son homologue du Dynamo de Parakou. Les Buffs du Borgou seront en déplacement à Plaroué pour en découdre avec leurs homologues de Dadje Football Club. Damissa Football Club reçoit dans son entre Abeille Andali. Le promu Boa sera en déplacement à Abomey pour affronter l'équipe de Dynamo FC d'Abomey. L'équipe d'Espoir FC de Savalou va offrir son hospitalité à l'US Cavalier. Le Topopo va en découdre avec Dynamo FC d'Abomey. Les Panthères de Djougou vont en découdre avec leurs homologues de Tonnerre à Djougou. Et puis l'équipe de l'Est Takouné va disputer les unités avec son homologue de Real Sport Football Club. Avant ces différentes rencontres, comme temps pour la dernière journée de la Ligue Pro de football du Bénin, le classement dans la poule A reste et demeure dominé par l'équipe de Dadje Football Club avec un total de 62 points au compteur et un gros différentiel de plus 18. L'US Cavalier vient en deuxième position avec 59 points plus 16. L'Autopopo boucle le top 3 avec 57 plus 13, 56 plus 12 pour l'équipe d'Espoir FC de Savalou. Audio FC de Commerce 5e, Damissa FC 6e, Dynamo FC d'Abomey 7e. Le Buff du Borgou loge à la 8e position, tandis que Baningancé se contente de la 9e place dans cette poule A, avant donc cette dernière journée de la Ligue Pro de football du Bénin.
On passe à une autre discipline, Candide, le Maracana. Oui, le Maracana. Le championnat national de cette discipline Maracana 2025 s'ouvre ce samedi du côté de Grand Popo. La Fédération béninoise du Maracana lance officiellement la phase départementale du championnat national saison 2025 demain samedi à travers le championnat de la Ligue Monokufo durant une journée. Les différentes équipes sous tutelle de la Ligue départementale Monokufo vont à se mesurer pour s'offrir les places qualificatives à la phase nationale du championnat dans les différentes catégories. La compétition va se dérouler sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo avec la participation des meilleures équipes masculines. Elle permettra non seulement de découvrir de nouveaux talents dans les départements du Mono et du Koufo, mais aussi de rassembler davantage du monde autour de la pratique de la discipline. Ainsi, les hostilités de la saison sportive 2025 annoncées plus intéressantes avec une nouvelle version des compétitions qui prend en compte la participation féminine et la diversification des différents championnats seront officiellement lancées. Toutes les dispositions ont été prises en amont par la commission des juges et arbitres techniques sous l'égide de la fédération pour assurer une transparence des officiels techniques au cours des différentes compétitions à travers la série de formations bouclées le 1er juin dernier. Basketball à présent, Porte-Nouveau accueille depuis quelques jours l'édition 2025 de la FIBA 3 justement. Après les 3 premiers stops ce week-end, on va assister au stop 4. Oui, de nombreuses rencontres au programme de ce stop 4 et des différentes rencontres encore plus intéressantes que celles des précédents stops chez les hommes. Pour le compte de ce stop 4, on va assister à une rencontre entre l'équipe algérienne des moins de 21 ans qui sera face à son homologue du Kenya. L'équipe béninoise va en découdre avec celle de la Côte d'Ivoire dès qu'il va sonner à 15h15 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. L'Ouganda va en découdre avec le Kenya. Le Burkina Faso sera face à la Côte d'Ivoire. L'Algérie 21 pour son deuxième match de la journée va en découdre avec l'Ouganda. Et puis le Bénin pour sa deuxième sortie au cours de ce stop 4 sera face à l'équipe du Burkina Faso. Ça c'est chez les hommes. Chez les dames maintenant, l'équipe de l'Ouganda va en découdre avec le Kenya. L'Algérie 21 sera face à son homologue de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso va défier le Kenya. Le Bénin sera face à la Côte d'Ivoire. L'Ouganda va en découdre avec le Burkina Faso. Et puis l'Algérie 21 va disputer les unités de ce stop 4 avec le Bénin pour sa deuxième sortie de la journée. On passe au volleyball maintenant. Le championnat professionnel reprend ce week-end avec les rencontres de la 11e journée. 3 matchs seront à suivre au total ce week-end pour le compte de cette 11e journée de la Ligue professionnelle de volleyball du Bénin saison 2024-2025. L'équipe de Assonion va offrir son hospitalité à son homologue l'Étincelle au stade de Tovy-Klein. Et puis à Porto-Novo, l'équipe de l'Est Police républicaine sera face à Jiba Omnisport, puis Énergie VBC sera en déplacement à Porto-Nouveau pour en découdre avec son homologue de All-Star. Voilà donc les 3 rencontres à suivre ce week-end au cours donc du championnat professionnel de volleyball du Bénin. Eric, on finit par cette note de formation. Toujours dans la discipline de volleyball, 4 entraîneurs béninois sont en formation à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il s'agit du cours de niveau 2 de la Fédération internationale de volleyball qui se tient au Palais des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire. Une session encadrée par l'expert algérien Sami Hassan qui se déroulera jusqu'au 8 juin 2025. Et le Bénin y est représenté par 4 entraîneurs en quête de perfectionnement technique et stratégique. Ces 4 représentants, comme vous le voyez à l'image, sont Adom Bachira, Aliki Christian Kwame Gahwe, Faisal et Atta Ashraf. Ils ont ainsi l'opportunité de renforcer leurs compétences afin de consolider la direction technique nationale de la Fédération béninoise de volleyball. Allez, Candide, ça va être tout? Oui, ça va être tout pour les sports. Merci. Passez une très bonne journée de la Tabaski. Oui, une très bonne journée de la Tabaski et surtout à toute la communauté musulmane qui célèbre aujourd'hui l'une des plus grandes fêtes, enfin, l'une des grandes fêtes, une fête parmi les grandes de la région de l'islam. On va le souhaiter. Bon, vous avez un programme sans doute? Un programme, pas vraiment. Hein. En tout cas, si nos amis musulmans nous invitent, nous sommes ouverts à toutes les invitations.
Restez avec nous pour la suite des autres rubriques sur Actu Matin de ce vendredi, jour de la Tabaski. On va retrouver Franck Aounou avec son invité. Ensuite, ça va être le forum de discussion. Bonjour à tous. Bienvenue dans une date, une histoire. En ce 157e jour de l'année, nous fêtons Saint-Norbert. Le 6 juin 2023, les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin ont prêté serment devant le président de la République et les autorités compétentes. Cette cérémonie a marqué le début officiel de leur mandat, avec l'élection du président et du vice-président de la Cour le même jour. La Cour a ensuite entamé ses activités juridictionnelles et administratives pour l'année 2023. Le 6 juin 1944, les colonies africaines sont pleinement engagées dans l'effort de guerre. Des milliers de soldats africains combattent sur les différents fronts, tandis que les ressources du continent soutiennent les puissances coloniales. Cet engagement préfigure les futures aspirations à l'indépendance des peuples africains. Le 6 juin 2005, près de 900 étudiants manifestent à Addis Abeba pour contester les résultats des élections législatives du 15 mai. La police encercle les universités et procède à des arrestations massives, exacerbant la crise politique post-électorale. Le 6 juin 2018, plusieurs accords régionaux pour la paix et la stabilité sont signés en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et en République centrafricaine. Ces accords visent à réduire les conflits armés, favoriser la réconciliation nationale et renforcer la sécurité dans des zones affectées par des violences persistantes. Ils témoignent des efforts continus de la région pour reconstruire une paix durable. Le 6 juin 2022, les autorités de transition maliennes annoncent officiellement que la période de transition vers un régime civil durera 2 ans à compter du 26 mars 2022. Cette décision prise par décret reporte les élections initialement prévues et suscite des réactions mitigées sur la scène nationale et internationale. Elle marque un tournant politique dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Merci de votre aimable attention. On se retrouve lundi pour de nouvelles histoires. Cybercriminels qui utilisent illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité,
appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ce soir, c'est le tout débat avec nos chroniqueurs. On va se projeter sur les faits d'actualité de ces derniers jours sur la planète. L'Église catholique pleure le pape François décédé le lundi de Pâques et inhumé samedi. Dans le même temps, le Saint-Siège prépare sa succession. Qui sera le prochain souverain pontife? À voir avec nous. C'est Papa Billy, considéré jusque-là comme favori. Au sommet. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici? Design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez N Meubles Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou, 7e rue après la clôture de SOS au bord du goudron et dans notre showroom à Wologede, rue de la pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact plus 229 01 61 09 09 09 ou le plus 229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. Franck Carnot, bonjour. Bonjour Eric. Les musulmans du monde entier célèbrent ce vendredi la fête de la Tabaski, une grande fête musulmane. Elle commémore le sacrifice d'Ibrahim et c'est célébré environ 70 jours après la fin du Ramadan. Et pour tout savoir sur cette grande célébration, vous avez 5 questions à poser à votre invité. Oui, 5 questions pour comprendre la signification, la portée, même le statut de cette fête musulmane. C'est avec Mohamed Issa Awali. Il est imam central de la mosquée de Yarakene, c'est dans la commune de Parakou. Éminence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation téléphonique. C'est un programme assez dense aujourd'hui, à commencer par la prière tout à l'heure. Nous allons comprendre avec vous la portée de cette fête-là qui se commémore aujourd'hui. Et pour commencer justement, parlez-nous un peu de l'origine religieuse de la Tabaski et quel événement majeur commémore cette fête justement. Merci, monsieur le journaliste. L'origine même de la fête de Tabaski remonte au prophète Abraham et son fils Ismaël. En effet, le prophète Abraham songea un jour qu'il est en train d'immoler son enfant. Et en ceci, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Ya bunayya, inni ara fi manami anni azbak, fanzur maza tara, qala ya abati, if'al ma tumar, satajiduni insha Allah
qui signifie oh mon fils, je vois en rêve en train de t'immoler. Alors, va voir ce que tu en penses. Et au fils de dire à son papa, oh mon père, fais ce qu'on te recommande. Tu me trouveras certes parmi les endurants. Voilà. Le commentateur de Saint-Coran, Afsawi, nous dit Abraham était l'ami intime d'Allah. Oui. Et il resta pendant des années sans avoir d'enfant. Enfin, Dieu lui donna Ismaïl et Isaac. Alors, l'amour du papa se fixa sur son enfant Ismaël. Et Dieu l'éprouva pour voir si effectivement, s'il aime son Seigneur, en lui recommandant d'égorger cet enfant-là pour son amour. Et Abraham, après avoir consulté son enfant, et l'enfant lui a donné l'accord, voulait passer à l'acte. Et c'est de là que le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel avec un bélier pour racheter Ismaël. Donc, le prophète Ibrahim a été éprouvé et il a montré effectivement qu'il était l'ami sincère de son Seigneur. Voilà l'origine du Tabaski. Voilà. Donc, depuis lors, on célèbre la Tabaski au niveau de la communauté musulmane. Alors, quel est le rite central, central qu'on commémore à la fête de la Tabaski et quelle est sa signification symbolique pour les fidèles musulmans? Voilà. À cause de cet acte de dévotion que Abraham a montré pour son Seigneur, l'islam nous recommande de sacrifier une bête le jour de la Tabaski. Et pour montrer notre amour pour notre Seigneur. Donc, la Tabaski n'est que la tradition d'Abraham que l'islam recommande aux musulmans de pratiquer. Allez, dans le calendrier, qu'est-ce qui est dit concrètement? Quels sont les jours de célébration de cette fête-là? Oui, la Tabaski se fait le lendemain de Arafat, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Zulhijjah. Hier, les pèlerins ont monté sur le mont Arafat. Ils sont devenus des Hajj et des Hajja. Et le lendemain, maintenant, aujourd'hui, 10e jour du mois de Zulhijjah, constitue la fête de Tabaski. Pour les pèlerins, eux autres, ils vont présenter une offrande. Chez eux, on l'appelle offrande, un don. Alors que nous qui n'avons pas effectué le pèlerinage, nous sommes recommandés à faire le Tabaski. Est-ce que vous voyez? Donc, les musulmans qui n'ont pas fait le déplacement sur la Mecque ou le Hajj, eux, ils font la Tabaski. D'accord. On vous aura compris sur cette question. Quatrième question pour vous, Éminence. Au-delà donc de ce sacrifice que vous avez évoqué dans vos premiers développements, quelles sont les autres pratiques importantes associées à la Tabaski? Oui, la Tabaski est un acte surrogatoire recommandé. Elle n'est pas obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé une bête au nom de sa communauté. Par conséquent, chers frères musulmans, toi qui as des problèmes financiers, tu n'as pas à t'endetter. Il ne faut pas aller t'endetter alors que tu ne seras pas à mesure
de rembourser cette dette. Notre bien-aimé prophète a déjà fait la tabaski pour sa communauté. Au même moment, il faut comprendre que la tabaski a des mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un acte que le musulman va faire ce jour, 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui plaît à Allah que d'égorger un mouton sur le nom de Bismillah, sur le nom d'Allah. Le sang qui en coule de cette bête est estimé par Dieu avant qu'il ne touche le sol. On demanda au prophète, pourquoi cette pratique? Il répond, c'est la tradition de votre père Abraham. Et quel est son mérite? Il dit, le jour de la résurrection, la bête viendra intacte avec ses cornes, ses sabots et ses poils. Et alors, quelle récompense pour celui qui l'a fait? Le prophète dit, vous avez la récompense du nombre de poils que cet animal a, c'est le nombre de bénédictions que vous avez. Vous voyez combien c'est grand? Et qui peut compter les poils d'un animal? Donc, cette pratique est fortement recommandée aux musulmans qui ont les moyens de le faire, espérant la récompense divine. Alors, est-ce que le partage qu'on observe à la tabaski est obligatoire? En effet, très belle question. Il est recommandé de diviser la viande de la bête immolée en 3 parties. Une première partie pour votre famille, une deuxième pour les voisins et une troisième pour les pauvres. Et je précise, il n'est pas interdit de tout donner. Également, il n'est pas aussi interdit de ne rien donner. À ce voyez. Maintenant, il y a ce type d'animal qu'il faut égorger et leurs conditions de validité. La bête à immoler commence par des caprins, âgés de 6 mois au moins, par les ovins, âgés de 1 an au moins, par des bovins, âgés de 2 ans au moins, par des chameaux, âgés de 5 ans au moins. Voilà les types d'animal qu'il faut égorger pendant la tabaski, à condition que ces bêtes soient bien portantes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, 4 bêtes n'est pas valable pour la tabaski. La bonne, l'aveugle, la bête aveugle ne peut pas servir de tabaski. La bête boiteuse ne peut pas servir pour la tabaski. La bête dont une des membres est amputée ne peut pas servir pour la tabaski. La bête manifestement malade ne peut pas servir pour la tabaski. Voilà. Oui, nous allons vous laisser puisque vous vous apprêtez à aller à la place Sidi pour dire la prière, la grande prière de la tabaski. Quel sera le message fort que vous allez passer aux fidèles ce matin lors de votre sermon? Oui, et j'invite les fidèles musulmans à ne pas s'entêter pour aller s'entêter à cause de la tabaski. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait pour sa communauté. Aussi, quant à ceux qui ont des moyens, il ne faut pas s'enorgueillir. Dieu vous l'a donné pour vous jouir de cela. Par conséquent, il n'est pas nécessaire
d'aller acheter un mouton à 500 000 ou à 1 000, même 1 million de francs, parfois c'est certaines personnes, alors que cette somme pourra servir à soulager des voisins qui sont à côté de vous en leur octroyant quelques 50 000, 100 000, afin qu'eux aussi puissent faire la tabaski. En quelque sorte, la modération dans la célébration. La modération et la solidarité. Il faut qu'il y ait la solidarité, car le don que vous faites à vos voisins a eu des récompenses énormes auprès de votre Seigneur. C'est ça. Allez, Imam Awali Issa Mohamed, merci pour votre disponibilité. On va vous souhaiter tout simplement une bonne célébration de la Tabaski et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Voilà. Eric, merci. Ce sera tout. Justement. On retient que la Tabaski est une très grande fête pour célébrer, empreinte de solidarité, de partage et puis de prière. Ce message important de l'imam de la mosquée centrale de Yarakene: n'allez pas vous endetter justement pour cette célébration. Et quand vous avez les moyens, pensez aussi à vos voisins. Un message très important. Merci à vous, Franck Aounou, et merci aussi à l'imam central de la mosquée de Yarakene. Il est 7h58 et sans doute que les musulmans, Franck, à ce moment précis, seront en train justement de se diriger vers on commence, contrairement à Ramadan, commence un peu tôt la prière pour permettre aux fidèles d'égorger leur se retirer et puis pour la bonne chose commence des hostilités. Merci à vous, Franck. Merci. Actualité se poursuit, on va marquer une pause avant de retrouver notre invité littéraire. Bonjour à tous. Bienvenue dans une date, une histoire. En ce 157e jour de l'année, nous fêtons Saint-Norbert. Le 6 juin 2023, les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin ont prêté serment devant le président de la République et les autorités compétentes. Cette cérémonie a marqué le début officiel de leur mandat, avec l'élection du président et du vice-président de la Cour le même jour. La Cour a ensuite entamé ses activités juridictionnelles et administratives pour l'année 2023. Le 6 juin 1944,
Les colonies africaines sont pleinement engagées dans l'effort de guerre. Des milliers de soldats africains combattent sur les différents fronts, tandis que les ressources du continent soutiennent les puissances coloniales. Cet engagement préfigure les futures aspirations à l'indépendance des peuples africains. Le 6 juin 2005, près de 900 étudiants manifestent à Addis Abeba pour contester les résultats des élections législatives du 15 mai. La police encercle les universités et procède à des arrestations massives, exacerbant la crise politique post-électorale. Le 6 juin 2018, plusieurs accords régionaux pour la paix et la stabilité sont signés en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et en République centrafricaine. Ces accords visent à réduire les conflits armés, favoriser la réconciliation nationale et renforcer la sécurité dans des zones affectées par des violences persistantes. Ils témoignent des efforts continus de la région pour construire une paix durable. Le 6 juin 2022, les autorités de transition maliennes annoncent officiellement que la période de transition vers un régime civil durera 2 ans à compter du 26 mars 2022. Cette décision prise par décret reporte les élections initialement prévues et suscite des réactions mitigées sur la scène nationale et internationale. Elle marque un tournant politique dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Merci de votre aimable attention. On se retrouve lundi pour de nouvelles histoires. Actualité se poursuit. Muriel Chidi-Kofan, elle est notre invitée littéraire, elle est passionnée de lecture et notre livre ce matin est Soulim, qui est un recueil de nouvelles de fantaisie. Justement, Muriel Chidi-Kofan, bonjour. Oui, bonjour monsieur Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Avec vous, on va passer à la lecture de quelques passages de votre livre dont le titre est Soulim. D'accord. Alors, nous allons commencer par la première nouvelle qui est Yeriho de Mademoiselle Laurie Loko. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer le concept de recueil de nouvelles de fantaisie? C'est-à-dire, comment c'est né, c'est ça? D'accord. Bon, pour ce que je sais, pour avoir été au lancement, le recueil de nouvelles de fantaisie est un projet qui a été coordonné par M. Jacques Houébé. Et un appel à texte a été fait. Donc, après correction, on a sélectionné les 8 meilleurs textes. Donc, c'est les 8 meilleurs textes qui ont été édités par la maison d'édition Les éditions Savantes du Continent. Okay. Donc, le lancement du livre a été fait le samedi dernier. C'est très récent. Oui. Allez, on va y aller. D'accord. Donc, ceci est un extrait de la première nouvelle intitulée Yeriho de Laurie Loko. En direction du supermarché, tout en rêvassant un peu, j'entends soudain une voix m'appeler. C'est l'ami. Je me fige immédiatement sans répondre. C'est devenu une habitude. Je ne réponds jamais la première fois qu'on m'appelle. Pourtant, la voix qui m'a interpellée me donne des frissons. Elle a quelque chose de sinistre. Je décide donc de me retourner pour voir à qui j'ai affaire. À peine ai-je le temps d'apercevoir la silhouette de mon chat que je me sens subitement percutée. J'ai cependant le temps d'apercevoir une lueur étrange dans ses yeux avant de perdre connaissance. Je me réveille dans un endroit inconnu qui n'a rien d'un hôpital, ni même d'un lieu réel.
L'intérieur a l'air d'une case aux couleurs plutôt gaies. Un arc-en-ciel est peint sur une des parois et je vois l'extérieur par la seule fenêtre de la pièce. Le ciel est étrangement bleu turquoise et je ne peux m'empêcher d'admirer le soleil rouge vif. Je me redresse pour contempler ce lieu insolite et me retrouve nez à nez avec un fétiche. Surprise, je pousse un cri qui donne l'arlette. Entre alors dans la case un être hybride à l'apparence de chat. Je vois que tu apprécies la divinité Agé, me dit-il d'un ton moqueur. Cette espèce d'homme-chat-là devant moi, me laissant bouche bée, tant je suis interloqué, me semble pourtant familier. Je dois être en plein rêve, dis-je en essayant de rester calme. Voilà, c'est vraiment un rêve ou c'est une imagination? Bon, en fait, pour résumer un peu l'intrigue de la nouvelle, c'est plutôt, comment je vais dire, je ne sais pas trop comment on l'explique, mais dans la réalité, en fait, elle est dans le coma. Donc, elle est dans un état comateux. Oui. Elle s'est retrouvée dans la case appelée Yericho. Et là, c'est qu'elle devait surmonter un certain nombre de défis afin de pouvoir revenir en vie, si je peux le dire ainsi. Donc, retrouver son état d'esprit. Oui, exactement. Donc, par la suite, elle a réussi même, je dirais. Mais quand elle s'est réveillée, il y a eu une petite tentation pour voir si éventuellement elle est prête à revenir parmi les vivants. Mais malheureusement, elle a succombé. À cette épreuve. Donc, elle est restée toujours dans son état initial. Oui. D'accord. C'est une réalité traditionnelle, hein? Oui. On a compris. On poursuit. On poursuit. Donc, après ça, il y a... D'abord, avant de commencer la lecture de l'extrait, je dirais que parmi les 8 recueils de nouvelles, ça a été celle qui a le plus captivé mon attention, non seulement à cause des rebondissements, mais je ne voulais même pas que ça se termine. Ah oui? Oui. Donc, il s'agit de la naissance d'Akuna. Akuna? Oui, de Inès Segra. Le vieil homme frappa le sol avec sa canne et les images disparurent, de même que la voix qui commentait l'épopée. Il la posa lentement et effleura la surface du contenu de la calebasse avec sa main droite. La calebasse se vida presque instantanément, révélant au fond une petite perle de couleur rouge vif. Il tendit ensuite la calebasse et son contenu à Azevi qui parvient à se relever. Azevi, c'est un nom? Oui, c'est le nom d'un personnage dans la nouvelle. Je dirais le personnage principal. D'accord. C'est quoi Nanjovi? Demanda-t-il, groggy et sonné. C'est le sort de la réincarnation qui signifie littéralement « Je me réincarnerai dans la descendance humaine ». Il a interdit aux dieux de se réincarner dans la peau de simples mortels. Une telle magie est toujours à des fins dangereuses pour la race humaine. Le dieu qui le fait est toujours un dieu maléfique. Yanyan a tenu sa promesse et à travers le phallus du Tolegba, il prit possession du corps de la femme immonde. Il est là, prêt à posséder la terre et prendre l'objet qui renferme le pouvoir de tous ses frères. Ce sera le règne du chaos et la fin de la paix. Tu dois le faire naître dans le monde des vivants et tu prononceras l'incantation. Adjor Anaku. Adjor Anaku. Tu dois le prononcer avant son premier cri afin de le renvoyer dans les ténèbres. Autrement, tu auras perdu le combat et l'humanité avec. Azevi était sans voix. Prends-la, prends cette calebasse. C'est pour elle que tu es ici. En ce lieu, à cet instant, tu dois retourner au village auprès de cette femme
Fais-lui boire la perle dans la calebasse après d'y avoir ajouté un peu de ton sang. C'est d'une grande importance. Dépêche-toi, le temps presse. Tu dois y être avant la 7e heure du soir. Voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce passage? Un rebondissement? Oui, en fait, si je dois faire un petit résumé, c'est... Déjà même, je dirais que... Pour commencer, on a parlé d'Azevi, qui était le personnage principal. Il voulait être le plus grand propriétaire du village. Donc, il avait son grand frère qui était Azégan. Donc, il a initié... Donc, lui, il est le Azevi, oui. Le grand frère, le Azégan. Oui. D'accord. Donc, ils l'ont initié et après, on lui a dit que pour accomplir sa destinée, il devait faire un voyage astral. Maintenant, avant son voyage, il y avait une femme dans le village et elle, bon, je ne sais pas, j'avais vu j'avais vu ça à Ouida. Il y a une statue du dieu Tolegba où on voit le phallus là. Donc, il y avait une femme dans le village. Elle venait à chaque fois se soulager là. Okay. Donc, un jour, elle a été piégée par un dieu qui était malheureusement un dieu maléfique. Donc, elle croyait... C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller se soulager sur n'importe où. Exactement. Ce sont des endroits sacrés, donc il faut les respecter. Donc, pour elle, c'était juste le statut, le phallus en bois qui était là, mais malheureusement, l'esprit est rentré dans le phallus. Après cet acte, elle est tombée enceinte. Et quand Azevi a effectué le voyage, on lui a dit qu'en fait, quand cette dame mettra au monde, ce sera le dieu maléfique qui va se réincarner. Donc, il doit tout faire pour éviter que oui. Donc, normalement, il doit être là avant que la femme accouche et avant que l'enfant pousse son premier cri, il doit dire à Johanankou pour renverser le sort en fait. Donc déjà, je me dis, la naissance d'Akuna, je m'attendais à ce qu'on commence directement, mais on a d'abord commencé par l'initiation. Anakou. Oui. Avant d'aboutir à l'histoire même. Mais l'auteur a utilisé des noms assez connus dans nos réalités traditionnelles. Azevi, Azégan, Nyagnan, voilà, et qui ont des connotations un peu négatives dans la conscience collective. Vous savez, quand tu dis Azevi, ça fait un peu peur. Oui, mais je pense en fait, déjà, pour ce que je dirais, quand on parle de fantaisie, c'est un genre littéraire. Déjà, il faut dire que c'est pas trop développé au Bénin. Et c'est un genre littéraire qui allie les forces surnaturelles et nos réalités. Donc, pour moi, en tant que Béninois, si éventuellement on doit écrire, il faut quand même que ce soit du pur béninois, quoi, pur africain. Et si on devait l'adapter au cinéma, ça nous ferait penser au film Avengers avec les noms héroïques. Allez, on va évoluer. D'accord. Je vais terminer avec un extrait du recueil L'interdit de Mademoiselle Géria Elsie Agbessi. Tiens, dit-il en tenant la branche Agnon. Réduis-la en morceaux. Là aussi, c'est Agnon. Oui. En langue fond. Oui. Tu es bon, tu es bien. Oui. Réduis-la en morceaux. Va chercher l'eau qui coule près de la cascade et prépare une infusion. Dès qu'il sonnera minuit, tu la feras boire à ton père. Sur sa recommandation, il disparut en un claquement de doigts, laissant derrière lui une sorte de brouillard qui se dissipa peu à peu. C'est à ce moment-là qu'elle se rendit compte qu'il était un esprit. Saisie de stupeur, la jeune princesse prit ses jambes à son cou et se rendit avec hâte à la cascade pour puiser de l'eau avant de quitter tout aussi rapidement la forêt. Elle réussit à s'introduire dans le palais en cachette, puis prépara rapidement la potion sans que personne ne remarquât son retour. Heureusement, beaucoup dormaient. Les gardes principalement. À minuit, elle réussit à s'introduire dans la chambre du roi avec la complicité d'une servante.
Celui-ci était ahuri en voyant sa fille. Il essaya de lui parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle lui demanda de boire son infusion, car cela lui ferait du bien. Le roi y consentit. Dès qu'il ingurgita la décoction, il eut une horrible sensation, ce qui lui arracha un terrible râle. Les gardes alertés accoururent. Dès qu'ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent le roi dans son lit, la bouche ouverte et remplie de bave, les yeux fermés et la princesse à ses côtés tout en émoi. « Qu'as-tu fait, Nyon ?» hurla un garde, tout en s'agenouillant près du corps du roi. Un rituel de sevrage a été fait en ton absence et le phare interdit toute prise de boisson par le roi, au risque de le voir mourir. Il prit son pouls quelques instants et se redressa, les traits tirés et le regard inquisiteur. Le roi est mort. Fin de citation. On dit Dayalada. Donc ici, l'interdit. Dayalada, le livre. Oui. Ici, c'est le recueil de nouvelles interdites. Et pour résumer l'intrigue, il s'agit d'une jeune princesse dont le père, qui était le roi, lui interdisait de sortir du palais pour n'importe quelle raison. Donc, à un moment donné, le roi est tombé malade. Et il a baissé sa garde. Oui, c'était vraiment chaud. Les guérisseurs traditionnels, personne n'avait pu rien faire. Donc, elle se disait qu'elle ne pouvait pas rester ainsi et voir son père mourir. Il fallait trouver une solution. Oui. Donc, elle est sortie de la maison sans que personne ne s'en rende compte. Elle marchait juste. Elle a croisé un vieux qui malheureusement était un esprit, mais la personne souffrait. Donc, elle a posé la question au vieux comment elle peut l'aider et tout. Donc, le vieux lui a demandé de l'aider à chercher une plante qui va contribuer à sa guérison. Donc, après avoir... Bon, elle a été confrontée à beaucoup d'épreuves sur le chemin, mais elle a quand même réussi. Donc, au retour, le vieux, voulant la récompenser, lui a dit que... Il lui a montré un arbre, disant qu'elle devait recueillir les plantes, en faire une décoction qu'elle fera boire à son père. À son père. Donc, pour elle, c'était qu'elle a trouvé un moyen pour guérir son père. Mais malheureusement, quand elle a fait boire la potion à son père, ce dernier est mort. Parce que comme on l'a souligné à la fin, le phare interdit toute prise de boisson par le roi au risque de le voir mourir. Donc, elle n'était pas là, donc elle ignorait cela. Donc, j'imagine le choc. Est mort comme ça, oui. Merci à vous, Muriel Chidikofan, pour ce bel exercice de lecture. Et si vous avez envie de faire comme Muriel, eh bien, saisissez-nous les vendredis. Nous laissons le temps justement à la lecture pour vous permettre de retrouver le goût de la lecture, notamment à nos jeunes élèves et à nos jeunes étudiants. Et donc, saisissez donc cette opportunité. Merci à vous, Muriel. Passez une très bonne journée. Merci, bonne je fête vous à en prie. Merci. Vous m'invitez? Oui, bien sûr. D'accord. Atumaté se poursuit, on va installer le forum de discussion. Ok. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici, design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez El Meuble Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets.
Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou. 7e rue après la clôture de SOS au bord du goudron. Et dans notre showroom à Wologede, rue de la pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact +229 0161 09 09 09 ou le +229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon déjà à 7 ans on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, Hey. communiquer, Hey. communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Oui. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La table va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Niantepe. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir.
bonjour à tous. Bienvenue dans une date, une histoire. En ce 157e jour de l'année, nous fêtons Saint-Norbert. Le 6 juin 2023, les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin ont prêté serment devant le président de la République et les autorités compétentes. Cette cérémonie a marqué le début officiel de leur mandat, avec l'élection du président et du vice-président de la Cour le même jour. La Cour a ensuite entamé ses activités juridictionnelles et administratives pour l'année 2023. Le 6 juin 1944, les colonies africaines sont pleinement engagées dans l'effort de guerre. Des milliers de soldats africains combattent sur les différents fronts, tandis que les ressources du continent soutiennent les puissances coloniales. Cet engagement préfigure les futures aspirations à l'indépendance des peuples africains. Le 6 juin 2005, près de 900 étudiants manifestent à Addis Abeba pour contester les résultats des élections législatives du 15 mai. La police encercle les universités et procède à des arrestations massives, exacerbant la crise politique post-électorale. Le 6 juin 2018, plusieurs accords régionaux pour la paix et la stabilité sont signés en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et en République centrafricaine. Ces accords visent à réduire les conflits armés, favoriser la réconciliation nationale et renforcer la sécurité dans des zones affectées par des violences persistantes. Ils témoignent des efforts continus de la région pour construire une paix durable. Le 6 juin 2022, les autorités de transition maliennes annoncent officiellement que la période de transition vers un régime civil durera 2 ans à compter du 26 mars 2022. Cette décision prise par décret reporte les élections initialement prévues et suscite des réactions mitigées sur la scène nationale et internationale. Elle marque un tournant politique dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Merci de votre aimable attention. On se retrouve lundi pour de nouvelles histoires. C'est le forum de discussion. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Eric. Bonne fête de la Tabaski. Merci. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Bonne fête aussi de la Tabaski. Merci. Alors nous opinons ce matin justement sur ce piège sans fin, en tout cas on peut le dire comme ça, parce que ça fait quand même plusieurs années que la situation est comme ça. Il s'agit de ce carrefour Bénin Marché, les pavés qui quittent la voie principale pour l'hôpital de Ménotin. La bifurcation suivante qui débouche sur l'hôpital est un gros piège à hommes. À quand véritablement une solution? Ulrich Gaba, vous êtes allé-même juste réaliser un reportage terrain justement pour montrer à la face du monde le danger que cela représente à la fois pour les usagers, notamment pour les personnes qui vont pour des soins de santé jusqu'à côté. Ouais. Vous avez dit jusqu'à quand? C'est une question que nous nous posons tous. Vous posez la question, je me pose aussi cette question, et certainement que les populations de Ménotin environ se posent aussi la question. Certainement aussi que les sapeurs-pompiers se posent cette question parce que ce sont eux qui vont souvent déposer les accidentés ou les personnes qui ont besoin d'urgence de soins. Ce sont eux qui vivent ces problèmes. C'est le SAMU, ce sont des chauffeurs du SAMU aussi qui se posent cette question. Et ce sont toutes ces parturientes qui se retrouvent face à ce trou et parfois secouées. C'est tellement difficile. Donc tout le monde se demande à quand la fin de ce calvaire, à quand
la fin de ce piège à homme, parce que c'est véritablement un piège à homme. Quand vous voyez un peu la position dans laquelle se situe ce gros trou, je ne dirais pas, je dirais carrément un fossé dangereux pour l'homme. Beaucoup de pneus sont déjà éclatés dans ce trou. Beaucoup de fractures ont déjà eu lieu dans ce trou. Donc, c'est parce que la position réelle de ce trou laisse à désirer. Et surtout quand il pleut, il arrive des moments où l'eau empêche d'apercevoir le trou, et très rapidement, et moto et voiture s'enfoncent dedans. Il y a parfois des fractures, il y a parfois des moteurs qui partent comme ça en cacahuète. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui se passent sur ce carrefour. Il y a même des riverains qui très souvent mettent des pneus à l'intérieur du trou juste pour signaler la notification d'un gros trou là. Qui a un danger là. Qui a un danger. Il y en a même qui mettent du bois. Et malheureusement, très vite, dès que les flaques d'eau viennent, ça emporte tout ce qui a été mis. C'est malheureux. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre ces objets là-dedans, parce que quelque part, ces objets aussi qu'on met et qui sont transportés par l'eau vont obstruer encore quelque part le circuit de canalisation, le circuit de conduit d'eau. Et là, après, ça crée encore d'autres problèmes d'environnement. Donc, vous voyez, sérieusement, le problème est là, puisque regardez un peu, une personne qui est déjà agonisante, un blessé qui devrait être ménagé jusqu'au centre de santé pour recevoir les tout premiers soins, cette personne se retrouve maintenant secouée dans un trou. Imaginez la suite, une parturienne, celle-là qui est carrément déjà à terme et qui devrait, dans les secondes ou les minutes qui suivent, va accoucher, qui est en difficulté. Imaginez un peu cette personne-là qui est sur une moto, la moto se retrouve au cœur de ce trou. Imaginez tout ceci. Et sans oublier les dégâts matériels. Il y a beaucoup de voitures. Ce sont les images. Il y a beaucoup de voitures, voilà. Il y a beaucoup de voitures qui ont pété là. Bon, imaginez un peu. Alors, Franck Arnaud, comment on peut expliquer cette inaction des autorités en charge des infrastructures routières dans notre pays? Alors, ce qu'il faut d'abord observer, une infrastructure qui a été érigée depuis plusieurs années peut en arriver à s'effriter, peut en arriver à se dégrader. Ça, c'est la chose la plus normale. Maintenant, quand ça se dégrade, même ceux qui ont construit ces caniveaux savent un peu leur durée de vie. Que ça se dégrade et qu'on laisse cela végéter dans cet état depuis des mois, depuis des années. Moi, ça fait environ 2 ans que je suis à Cotonou, je me suis installé à Cotonou, et depuis 2 ans, on en parle. Ça fait 24 mois qu'on en parle et rien n'est fait jusque-là. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est forcément l'État central qui doit trouver une solution à cela? Parce que j'ai vu, par exemple, une entreprise, Portéo en l'occurrence, travailler sur, disons, la piste, comment on appelle, au niveau de Bénin Marché, qui a travaillé là longtemps. Une autorité d'un arrondissement peut se rapprocher de cette entreprise et lui demander son aide. Parce que très souvent, quand ces entreprises... Le trafic local. Voilà, au niveau du trafic local, qui a travaillé pendant des mois à ce niveau. Donc, une autorité qui a le management et qui a le souci, n'est-ce pas, de la sécurité de ses habitants, de ses usagers. Parce que sans les usagers, sans les habitants, elle n'est pas autorité en réalité. Donc, peut se rapprocher de cette entreprise-là et lui demander, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon arrondissement qui est en danger, tout simplement parce que les gens tombent dedans, les gens perdent leurs pneus, les gens perdent tous les accessoires de ce qui constitue une roue sur un véhicule, une moto. Et le comble, c'est que ceux qui n'ont jamais emprunté la voie, qui doivent l'emprunter pour la première fois, se retrouvent au fond. La dernière fois, moi, j'ai assisté à une situation où le gars, il disait, mais je viens de sortir la voiture et le bas était foutu. Je crois que c'est le pont qui a reçu un coup, les amortisseurs, et c'est des gens, les riverains, qui l'ont aidé à dégager la voiture. Sinon, c'est un véritable, ce n'est même pas une question à se poser comme vous l'avez écrit sur votre synthé, c'est un piège à homme. Et ça, disons, ça bouffe les pieds, roues de voiture, ça bouffe les individus, ça blesse, et c'est là, ça ne dit rien au chef d'arrondissement. Si on doit attendre le gouvernement qui doit venir faire, doit intervenir par exemple sur ce tronçon, ça va prendre peut-être du temps parce que ce n'est pas sur un axe principal où on peut observer tout le temps les désagréments que ça crée. Et le comble est que c'est à côté d'un centre de santé qui dessert toute une zone. Il y a la dernière fois, on m'a dit
que l'artiste, paix à son âme, l'artiste qui est décédé récemment, lorsqu'il a eu des malaises, c'est à ce centre de santé qu'on l'a référé premièrement, et c'était tardivement dans la nuit. Vous voyez quelqu'un qui est en alerte, quelqu'un qui est sous le choc et qui doit conduire un malade de sa maison pour cet hôpital et qui est obligé d'emprunter ce tronçon-là. Parce que si vous ne voulez pas l'emprunter, vous allez faire le tour au niveau du carrefour de Cournot, et cela, ça vous prend énormément de temps. C'est un raccourci qui est très bien utilisé. Qui dessert beaucoup de personnes, tous ceux qui quittent Godomé, tous ceux qui quittent Calavi, tous ceux qui quittent Cotonou aussi, c'est pas la voie principale. Par là, des enfants qui quittent peut-être le campus, qui doivent rallier leur maison à Ménontin, à Védoko et tout. C'est une voie très empruntée. Et tenez-vous tranquille, il y a des gens qui vendent à côté de ce caniveau qui puent. Lorsqu'il fait chaud, vous prenez par là, il y a des populations qui traitent régulièrement le palu, mais ça va revenir, des sachets qui sont enfouis dedans. Donc moi je pense que on en a beaucoup parlé, on en parle encore aujourd'hui, et s'il y a des autorités qui sont à l'écoute ou qui suivent en ce moment, je pense qu'il faut faire quelque chose pour ce tronçon-là. Il faut faire quelque chose pour réhabiliter ces caniveaux. N'attendons pas le pire, justement, parce que c'est vraiment déplorable. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons suivre ce reportage que nous avons réalisé sur les lieux pour mieux voir, pour mieux comprendre, justement. Parce que certaines personnes ne pourront pas comprendre justement, pour mieux comprendre le caractère dangereux de ce dont nous évoquons. Je compte sur Augustin, notre réalisateur, qui va nous aider, justement, à regarder en nouvelle diffusion ce reportage réalisé et qui était déjà diffusé il y a, je pense, quelques semaines en arrière. Ici, en plein cœur de la ville de Cotonou, un spectacle affligeant se répète jour après jour. Un trou, un gouffre, une plaie ouverte qui défie toute logique et toute décence. Lo toga mi ton gbeto to ye ibo ton acho tanwen bo mi tun le kunu ba nu de ma yan e kunu ba to ton lo nka mo do gon ma se amena tun fe me gan ko ko wa po won me nka mo do me ze da lo me na le o yo ma da so iton wa we ya bo mo do nu mi do ti mo de to gan de su do to bo se di on e na mo do jere e o me mi za so na le kun la so wa o do to lo e ma yin do je ma wo da kwa mi ton me an to lo gbeto le ran kuro to lo me na support town. Situé sur l'une des artères principales menant à l'hôpital de Ménontin, ce trou est plus qu'un simple nid de poule. Sur la route de l'hôpital de Ménontin, c'est l'endroit idéal pour tester la suspension des ambulances pour ajouter une dose d'adrénaline aux urgences vitales. L'hôpital destination du temps d'urgence est ironiquement rendu moins accessible par ce piège sur la route. To moto me na ko mo iton ko vive le be no che mo pu no bi no gba bo to vile gba wuzu o no eni on bo no do pu no zewe chija o gbe to po do fi no po bi no je to me gudu wuzu mi ba tinde me mi bo pu no bo ze do toton moto e no be ko da ho ni le o ye de e je fi ne pon ko ron do je wo o no mi se de me le o ye no gba bi sin bo bi no le wuzu ko do me bo nde do chije kan ma mi ka bi o to gan lo je ma ni no bonu. Tel un gardien de l'enfer qui ralentit tout et menace de transformer chaque trajet en épreuve digne de Paris-Dakar, les deux roues, particulièrement vulnérables, jouent leur vie à chaque passage. Les accidents sont légion et les blessures fréquentes selon les usagers. C'est chez moi, je suis au carrefour. Je suis tout droit, je suis à côté même. Je n'ai pas le temps, hein. Il n'y a pas les trucs. À tout moment, beau! Bois! Beau! C'est quoi? On a déjà vu ça une fois. Quand? Quand? À dormir à Zoé, mais non, mon toi, mais. Et donc, après, ils mesurent. Il y a tous les jours, ils viennent prendre des mesures. Après, on ne les voit pas. Là, c'est là, maintenant, ça fait des années, hein. C'est trop même. Et ça a gâté beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Il y a souvent des blessés? Ah! Ça a créé trop de trucs, tonton. Tu vas voir les gens. Bon! Et ce qui se passe là, c'est nous qui viennent, les révérends qui viennent. On fait sortir les motos, les voitures. Mais, oh!
Ça a gâté beaucoup de choses aux gens ici. Hein. Des millions ont été dépensés pour rénover les routes de Cotonou. Des promesses ont été faites, des engagements pris. Mais ce trou, lui, persiste. Un rappel que dans cette ville, rien n'est impossible, sauf boucher un trou. En tout cas, les appels au secours, c'est pas ce qui manque dans ce reportage, Julie Richgaba. Ouais. Vous avez entendu la conclusion. Dans cette ville, tout est possible, sauf boucher un trou. On a vu récemment même le ministre conseiller faire quelques visites, quelques descentes sur le terrain. Et il est allé à Calavi, après il est retourné à Cotonou, en plein cœur de la ville. Juste une escale par ces endroits-là, quand même aurait d'une certaine manière apaiser les populations pour qu'elles comprennent que leur mal quand même commence pas à être entendu, leurs problèmes commencent pas à être entendus et leurs difficultés commencent pas à être perçues par les autorités. Mais vous voyez quand pendant longtemps, des gens en parlent parce qu'il y a, au moment où nous on était allés pour tourner, les riverains ont même refusé de parler. Pourquoi? Ils ont estimé que plusieurs télévisions sont déjà passées et qu'il n'y a rien eu. Que pendant des années, ils en parlé, changement. Que chaque fois qu'ils en parlent, que personne ne vient les aider. À la limite, que parfois vous voyez quelques 2 ou 3 ouvriers qui viennent sur le chantier, ils prennent juste des mesures et ils disparaissent. Que c'est arrivé plusieurs fois. Vous voyez, quand vous êtes face à des populations qui, à un moment donné, estiment que les populations les abandonnent, que les autorités les abandonnent, que les autorités se foutent pas mal, ignorent ou du moins se méprisent justement leurs difficultés, c'est que la population commence pas à être assez réticente et ce sont des frustrations. Et on a comme l'impression qu'on peut aller à Calavi et revenir peut-être au centre-ville et ne pas passer par cette intersection qui, s'il vous plaît, est une intersection centrale, surtout pour tous les référés du centre de santé de Ménotin. Ça pose un véritable problème. Est-ce que cela... Certains vont se dire que cela ressemble à du mépris. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est programmé, mais beaucoup sont en droit d'estimer que finalement les autorités nous méprisent. On n'en a pas. C'est comme si notre vie n'est pas importante. Et vous vous imaginez, là, ce reportage a été filmé au moment où il ne pleuvait pas encore. Quand la pluie commence, et surtout quand l'eau commence pas à inonder les pavés, pratiquement vous ne voyez pas de trous. Et dans la plupart des cas, c'est des dégâts sérieux. Et c'est quand même triste que chaque fois qu'on parle des mêmes problèmes, est-ce qu'on dira peut-être que c'est juste un trou, qu'on n'a pas besoin, que ce n'est pas une urgence tout de suite. C'est une urgence, d'autant plus que ce sont des vies qui sont en danger. Un petit trou, une petite crevasse quelque part, c'est vrai qu'on travaille, mais faisons en sorte que là où la voie par laquelle on réfère des patients pour un centre de santé, la voie par laquelle on constate que des parturientes vont au centre de santé, cette voie, elle est importante. Parce qu'une seule vie perdue, c'est assez grave. Et même, regardez les dégâts matériels. Franck en a parlé ici une fois. Franck a même perdu un pneu aussi dedans, une fois. Vous imaginez, c'est arrivé plusieurs fois à beaucoup de personnes. Et c'est la réaction des populations qui m'a beaucoup choqué. Les riverains m'ont dit, nous ne voulons pas parler. Je leur ai dit, mais pourquoi? Ils ont dit non. Ça ne sert à rien parce que nous crions depuis des années ici, les autorités se foutent de nous. C'est les mots qu'ils ont utilisés et moi ça m'a un peu choqué. Je leur ai dit non, nous ferons encore notre travail, nous ferons en sorte que les autorités entendent, nous ne vous promettons rien en retour, mais le plus important, je sais qu'il y a un maire qui dirige la ville de Cotonou, certainement qu'il suit et certainement que lui-même il va dépêcher l'équipe sur le terrain pour écouter ces populations et aller jusque vers le centre de santé et entendre un peu ce que les gens disent sur le moment ça de régler le problème. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, à défaut de réagir promptement, que les autorités descendent sur les lieux pour écouter ces populations et comprendre réellement ce qui se passe. D'écouter, en tout cas, on a dépassé l'étape d'écouter. Il faut régler le problème. En tout cas, Ulrich l'a évoqué. On a vu quand même le ministre conseiller visiter quelques chantiers, comme il nous aura habitués. On l'a vu sur le chantier de l'Assemblée nationale, on l'a vu sur bien d'autres chantiers. Peut-être qu'il n'a pas connaissance d'une telle situation. Il peut ne pas avoir connaissance aujourd'hui. On précise, le ministre conseiller chargé des infrastructures. Oui, aujourd'hui, c'est diffusé sur une télévision et les cris de cœur de ces riverains, c'est tous les jours que ça part là et ils en appellent tout le temps au secours des autorités. Moi, je dis que si on doit établir aujourd'hui une liste d'urgences, je pense que ce trou-là est une urgence. Ouais. C'est une grosse urgence qu'il faut régler
sans attendre, tout simplement parce que nous y perdons des vies humaines, nous y perdons, disons, les pièces de nos motos, ainsi de suite. Et quelqu'un qui va dépenser, par exemple, de façon imprévue, 5 000 francs sur une moto, sur une voiture par jour, c'est une perte. Dans un contexte où, disons que la crise économique, ça éprouve déjà le panier de la ménagère, ça éprouve nos poches et nous avons beaucoup d'autres difficultés à régler. Je pense que c'est une situation qui mérite aujourd'hui un plan d'urgence. Il faut aller régler ça. Et je ne sais pas combien de dallos on va construire pour aller boucher ces trous-là. Ça ne coûte pas grand-chose. Avec tous les efforts qui sont faits dans la ville de Parakou, Talon ne peut pas être informé de tout. C'est pourquoi je dis que c'est de la responsabilité également des autorités municipales. Moi, j'ai l'impression que depuis que la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation a commencé, les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, on laisse tout et on attend tout de l'État central. Je pense que dans un temps pas trop lointain, on avait des réactions de ce genre où le chef d'arrondissement peut se déplacer et agir, faire le lobby nécessaire pour qu'on règle ce problème-là. Parce que si on doit attendre tout de la présidence, si on doit attendre tout du ministère, si on doit attendre tout des autorités qui peut-être n'empruntent ces asses-là qu'une seule fois en 3 mois, je pense que ça ne va pas marcher. L'autorité locale qui a été élue, qui a été choisie par les populations, qui doit s'en occuper, c'est d'abord le chef d'arrondissement qui doit remonter ça au niveau de la mairie et demander au maire d'agir pour que le problème soit réglé. Donc, au-delà du ministre conseiller aux infrastructures, il faudrait que du côté de l'arrondissement, qu'on puisse agir pour attirer davantage l'attention de ceux qui doivent travailler pour sortir ces populations-là de ce gros risque-là qu'elles courent chaque matin, chaque jour, chaque soir. Parce qu'il arrive, ce qui est même plus dangereux, il arrive que vous empruntez le sens interdit parce que vous arrivez à un moment où vous voyez le dallo qui commence par balancer, vous vous dites, il ne faut pas prendre de risque, alors vous allez faire le sens interdit. Si une moto, une voiture vient dans le sens interdit, du côté du sens interdit, bonjour les dégâts, et ces dégâts-là, c'est lorsque ça se produit qu'on commence par se plaindre. Je pense qu'on peut anticiper, et là maintenant, comme je l'ai dit, c'est une urgence à prendre en compte très rapidement pour permettre aux populations d'être sécurisées. On vous fait une vue d'ensemble sur la commune de Cotonou, mais c'est très joli et tout, mais à l'interne, il y a des problèmes. Et là, ça en est un, il faut véritablement dépêcher les équipes techniques pour régler ce problème. Merci. Vous savez, en termes de sécurité routière, il y a 3 aspects qu'il ne faut jamais perdre de vue. Le premier aspect, c'est d'abord le comportement humain. On sait qu'on dit l'homme file, l'homme fait ci, l'homme fait ça, il conduit dans des états qui ne sont pas vraiment sains. Donc, il y a le comportement humain. Il faut respecter le code de la route. Le deuxième aspect, c'est l'état des engins que nous mettons sur la route. Est-ce que les véhicules permettent de sécuriser la voie, de sécuriser les autres usagers, de vous sécuriser vous-même? Donc, l'engin qu'on utilise, que ce soit moto, tricycle ou voiture, à 4 roues, à 6 roues, 10 roues, l'essentiel, c'est que l'engin soit... C'est pour cela que, d'ailleurs, il y a toujours des visites techniques qu'on fait pour pouvoir, annuellement, pour pouvoir attester de la qualité de l'engin qui est mis sur la route. Et le troisième aspect, qui est aujourd'hui celui que nous évoquons, c'est la qualité des infrastructures routières. Quand les infrastructures routières ne répondent pas aux normes, l'homme aura beau faire de respecter le code, l'homme aura beau faire d'avoir un bon engin, mais il finira par se retrouver dans des situations que nous ne voulons pas. Imaginez un peu qu'il y ait un accident, un carambolage dangereux là sur ce carrefour et que nous ayons, on ne souhaite pas que nous décomptions des pertes en vies humaines. Certainement, c'est en ce moment que vous verrez des autorités faire la descente sur le terrain et commencer par sensibiliser tout ça. Non, il faut prévenir. En termes de sécurité routière, la prévention est mieux que le constat des dégâts. Et le plus important aujourd'hui, c'est une ironie que de dire que le ministre conseiller Jacques Ayadji n'a pas entendu. Si éventuellement c'était les démocrates qui avaient parlé quelque part, c'était moi qui l'aurais entendu très rapidement. C'est comme si on choisit ce qu'on veut entendre et ce qu'on ne veut pas entendre. Je ne dis pas qu'il n'a pas entendu, je ne dis pas qu'il fait le choix de ce qu'il veut entendre. Mais je dis simplement que cette population, de s'y intéresser. Tout le monde doit s'y intéresser. Non, mais un jour, moi j'ai rencontré un député, tout citoyen capable d'accompagner doit s'y intéresser. C'est la même chose. C'est comme ça. On a échangé des civilités et lui-même, il devrait
faire, en tout cas, il doit passer par ce caniveau pour rejoindre, je ne sais pas où il allait, mais j'ai vu un député démocrate sur place là qui était en train de communiquer et tout. C'est pour dire que tout le monde, que vous soyez député, que vous soyez mécanicien, que vous soyez ministre, que vous soyez enfant de ministre, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, ça nous concerne. Et tout le monde doit œuvrer pour qu'on puisse rétablir disons la mobilité. C'est un sujet d'intérêt commun et toute personne capable d'accompagner ces populations doit le faire parce que c'est important. Nous ne souhaitons jamais qu'il y ait des pertes en vie humaine, nous ne souhaitons jamais qu'il y ait des séquelles à vie parce que on voit souvent la perte en vie humaine, mais les séquelles à vie parfois, c'est plus douloureux même que la perte en vie humaine. Un monsieur qui peut-être difficilement avec ses deux pieds arrivait difficilement à joindre les deux bouts, il perd les pieds, il perd ces membres inférieurs là. Vous imaginez un peu ce que ça peut lui coûter en termes de vie sociale, en termes de qualité de vie, c'est pas facile. Je pense que la prévention est mieux que le constat des dégâts. Merci à vous, Ulrich Chegaba. Merci à vous, Franca. Nous vivement qu'une solution soit trouvée pour permettre aux usagers de circuler librement sans risque justement de se retrouver blessés avec tout ce qu'on a évoqué ici comme problème. Les 8h54, on va se quitter. Ce vendredi, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. Nous le souhaitons une très bonne fête de la Tabaski. Bien de choses à tous les fidèles musulmans. Grâce et bénédiction. On va se retrouver lundi prochain où nous vous réservons aussi un plateau tout aussi spécial pour célébrer le non-vicar. Allez, on va se dire à très bientôt et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision.